Tour de table, Erika Walter, RCF Charente. Émission spéciale aujourd'hui depuis le site du Festival Musique Métis à Angoulême. L'événement s'ouvre véritablement au public ce soir au Chez Magilus, mais il est en quelque sorte déjà lancé avec des rencontres d'auteurs qui ont commencé depuis mercredi dans le cadre de littérature métisse ou encore des projections avec Ciné Métis depuis hier. Et le Festival Musique Métis s'articule pour sa 47e édition autour de ce week-end de 3 soirs et 2 jours de rencontres et de partage large de concerts, de rencontres d'auteurs aussi, d'expositions, de siestes musicales ou encore de solidarité à travers l'espace associatif. Pendant 1 heure dans cette émission, il sera question de ces différentes dimensions, des valeurs et du sens de Musique Métis à travers ceux qui font ce festival et ceux qui viennent le nourrir de leur présence. Pour commencer avec nous cette émission, Patrick Duval qui est le programmateur musical de l'événement, Bernard Magnier, le programmateur littéraire et puis l'auteur Mohamed Mbougar Sarr qui est prix Goncourt 2021 notamment pour son livre La plus secrète des mémoires des hommes. Bonjour à tous les trois. Alors Patrick Duval, peut-être un mot avec vous, puisqu'effectivement l'ouverture du festival c'est dans quelques heures, c'est à 18h, ouverture des portes au public. Évidemment, il y a toujours cette appréhension, ce stress d'avant, ou c'est plutôt la sérénité, les choses doivent se vivre, les choses vont se faire, et on aborde ce week-end avec l'arrivée du public qui donne véritablement le ton du festival. Dans quel état d'esprit vous êtes et l'équipe du Festival Musique Métis? On n'est jamais serein. On n'est jamais serein parce qu'on est tributaire de beaucoup de choses. Déjà, la météo, a priori, est plutôt favorable, donc ça devrait bien se passer. Mais après, Musique Métis, on sait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent au dernier moment, qui se décident sur l'instant. Donc on est toujours dans l'attente, bien sûr. Vous savez que le festival, depuis quelques années, est quand même dans une situation plutôt fragile. Donc on a besoin d'avoir du monde sur ce festival, qui reste quand même un des rares en France à avoir une programmation consacrée uniquement à ces esthétiques musicales, hein, les musiques du monde, musique métisse, on les appelle un peu comme on veut, en restant strictement dans ce champ-là. On ne va pas trouver de gens venus de la pop, du rock, etc. Donc une certaine intégrité, on va dire. Et puis c'est aussi un festival qui, depuis maintenant plusieurs années, un volet littérature qui est adossé à la programmation musique et qui est complètement intégré à la programmation globale de ces 3 jours. Donc ça, c'est quand même suffisamment rare aussi, puisque la programmation littéraire trouve sa place en alternance avec la programmation de concerts. Il n'y a pas beaucoup de festivals où ça se passe comme ça. Alors cet ancrage, ce lien de proximité aussi avec, on va dire, le territoire, hein, Angoulême et bien plus loin, la Charente de manière générale, et puis de manière générale, en tout cas, ce territoire en proximité, le festival Musique Métis le travaille tout au long de l'année aussi, parce qu'il y a des concerts, effectivement, il y a des projets qui sont menés avec des artistes de manière générale. C'est aussi tout cela, Musique Métis, on pense des fois simplement à ce festival et à ces 3 jours, mais il y a toute cette dimension de partage et de rencontres et de liens qui est déterminante et qui l'a toujours été pour le festival. Oui, bien sûr. Et puis depuis quelques années, le festival a retrouvé justement une dynamique autour de cet ancrage territorial. Donc il y a bien sûr tout le volet littérature mené en amont de ces 3 jours, mais il y a aussi les coproductions, les co-réalisations avec des partenaires de la ville. Je pense à 2 concerts qui sont toujours co-organisés avec la Nef, à une programmation maintenant qui se fait également avec le théâtre. C'était Mélissa Lavo en février dernier. Tiken Jafakoli donc à la Nef en novembre dernier, en décembre. Donc voilà, il y a toujours ce partenariat-là, plus des actions qui ne se voient pas forcément, mais par exemple, Musique Métis a accompagné aussi le projet porté par la Nef qui va voir sa concrétisation ce soir en ouverture de Musique Métis sur la grande scène et qui s'appelle Epic Pic Doum Doum. Donc un travail mené dans les écoles, dans les collèges, etc., autour de la chorégraphie, de la musique, donc, et qui rassemble des centaines de jeunes. Donc oui, c'est un travail tout au long de l'année, avec dans la programmation aussi quelques clins d'œil à des artistes d'ici. Cette année, c'est par exemple Soba, dans lequel ce trio, très beau trio, dans lequel on retrouve Émile Bianda, le fondateur des Tambours de Brazza, et qui vit ici. Alors, ce qui fait aussi, Patrick Duval, que justement les habitants du territoire peuvent aussi venir par cet attachement, ce lien à cet esprit Musique Métis et à ce qui se vit et ce qui est proposé tout au long de l'année, et pas seulement parce qu'il y aurait tel ou tel groupe ou telle tête d'affiche, entre guillemets, sur ces 3 jours de festival. En tout cas, c'est aussi l'enjeu, c'est aussi le sens en profondeur de Musique Métis. Oui, après je crois qu'il faut que chacun prenne ce qu'il a envie de prendre pendant ce festival.
C'est-à-dire qu'on passe 3 jours ici. Pendant 3 jours, on rencontre une dizaine d'auteurs, on voit une vingtaine de concerts, et pas des moindres. On peut même faire du yoga demain matin accompagné par un musicien, donc du yoga live, ce qui ne se fait pas tous les jours. Il y a un espace pour les enfants, Casa Marmaille. Dimanche après-midi, j'anime une sieste musicale sur les liens entre jazz et musique du monde. Donc, il y a tout ça sur le site du festival. Donc, on peut vraiment faire le plein de beaucoup de bonnes choses. Voilà. Et tout ça aussi sans se ruiner financièrement, avec aussi la gratuité pour les moins de 15 ans, ce qui permet, ça c'est nouveau. On a bien vu l'an dernier, c'était excessivement important. Il y avait beaucoup de jeunes qui venaient. Et bien sûr, quand on vient en famille, si on est 2 adultes et 2 ados, ben, si on paye que 2 places au lieu de 4, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est bien appréciable. Et au-delà de l'aspect financier, c'est aussi permettre à des jeunes, moi l'année dernière j'ai été assez frappé par ça, bah, des jeunes qui découvraient par exemple la musique de David Krakauer et qui bien sûr ne seraient jamais venus l'écouter, n'auraient jamais payé leur place pour ça, mais là qui sont venus parce que les parents étaient là et qui étaient rayonnants en écoutant cette musique-là. Alors bien sûr, il y a sans doute des musiques qui vont les ennuyer, mais il y a aussi des musiques qui vont vraiment les séduire et qu'ils vont découvrir des choses ici. Et je crois que c'est aussi tout le travail pédagogique de Musique Métisse qui trouve sa concrétisation pendant ces 3 jours. Alors Bernard Magnier, c'est aussi donc la découverte d'auteurs, ou en tout cas la rencontre, la proximité aussi, l'échange possible avec des auteurs qui sont invités donc chaque année dans le cadre de littérature métisse, dans le cadre de ce festival musique métisse. Et c'est passé effectivement, comme le soulignait Patrick Duval, finalement, on peut passer d'une ambiance à une autre dans le cadre de ce festival musique métisse. Il y a des univers un peu différents, dans un grand univers qui a du sens, qui se tient, qui est cohérent. Et la découverte est justement des auteurs, cette possibilité de faire dialoguer aussi des auteurs ensemble, c'est aussi un des temps attendus, appréciés de ce festival. Et c'est la chance de ce festival de pouvoir faire aussi des espaces comme ça un peu plus intimistes à certains moments, plus grands et plus larges à d'autres moments. C'est aussi ça qui permet justement cette place des auteurs et cette place réelle des auteurs à Musique Métisse. Oui, vous avez raison. Ce que vient de dire Patrick est tout à fait juste. Il n'y a pas beaucoup de festivals. Je ne vois pas d'équivalent où la musique et la littérature cohabitent véritablement. Ce n'est pas un petit appendice, il y a une cohabitation réelle. Il y a une très grande différence entre nous. C'est que la musique, par habitude, ça se consomme en groupe. On écoute la musique à plusieurs. La lecture, c'est un sport solitaire. Hein. C'est un individu qui s'adresse à un autre individu. Et là, on propose quelque chose qui est un plus, c'est-à-dire tout d'un coup, on pose des questions à des auteurs. C'est pas toujours facile pour eux, d'ailleurs. On leur demande d'être bons à l'oral après avoir été bons à l'écrit. C'est une performance qui est difficile. Et je trouve que dans ces moments, les auteurs nous permettent d'entrer un petit peu dans les marges de leur livre, dans l'entreligne. On va un petit peu dans leur cabinet de travail sans être intrusif. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est pas de savoir à quelle heure ils écrivent. Finalement, c'est pas important. Mais par contre, comment un roman naît, comment on s'inspire d'une actualité chaude pour en faire un roman. Et puis, la littérature, enfin, à mon sens, c'est quelque chose qui dure. Un livre, c'est fait pour durer. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Donc la littérature est souvent un bon moyen, et le roman en particulier, pour comprendre peut-être mieux notre actualité, l'actualité du monde. C'est bien sûr les informations, bien sûr les articles de presse et le travail des journalistes, c'est très important, mais parfois un bon roman nous en dit plus que bien des papiers écrits dans la presse. Alors, Mohamed Bougarsar, c'est aussi comme ça que finalement vous pouvez aborder vos livres ou les livres des autres, c'est-à-dire effectivement ce recul, cet apprentissage, ce qu'offre la littérature comme possibilité de compréhension finalement du monde, d'analyse aussi finalement de faits de société ou de réalité. C'est comme ça que vous l'abordez pour vous-même et c'est aussi comme ça que vous voyez effectivement les littératures des autres, les livres des autres. Oui, je crois que c'est toujours une manière de lire le monde, de le comprendre, mais différemment, en ayant le privilège du temps, le privilège du langage qui offre un autre rapport au temps, et la capacité simplement à faire ce que d'autres disciplines ou d'autres manières d'écrire, comme le journalisme, ne peuvent pas faire. C'est-à-dire, j'ai le privilège de pouvoir entrer dans les esprits et à s'emparer de personnages pour donner simplement une autre compréhension d'une situation à partir de questionnements existentiels, mais qui peuvent être également
tout à fait politique, mais tenter simplement, je pense qu'un roman tente toujours de dire ce que lui seul peut dire. C'est qu'il n'y a rien, aucun autre média qui peut se substituer à ce qu'un roman fait. Je ne dis pas que c'est le meilleur des médiums, je ne dis pas que la littérature est au-dessus du journalisme ou d'autres, mais la façon dont la littérature permet de comprendre l'actualité, ce qui nous arrive, ou même parfois l'histoire, un roman seul peut le faire. Et c'est, je pense, la raison d'être des écrivains. Et ça, vous en aviez conscience dès le départ, justement, dans vos premiers instants, on va dire, d'écriture? Est-ce on sent cette possibilité, cette capacité-là, finalement? Non, c'est quelque chose que l'on, en tout cas pour ma part, que l'on découvre avec le temps, comme écrivain. Après, comme lecteur, ce que j'ai été avant d'être écrivain, oui, cela m'apparaissait clairement, mais une fois que l'on commence à écrire, les doutes sont plus profonds par rapport à notre propre capacité à reproduire ce qu'on a tant aimé dans les livres des autres. Disons, pour l'écriture, c'est plus compliqué, c'est un combat de tous les instants ou de tous les livres. Mais la conscience était là parce que j'ai été un lecteur avant d'être un écrivain. Quand vous parlez de combat, ça se situe où justement ce combat? C'est-à-dire que pour écrire, pour arriver au bout aussi de ce qu'on veut faire d'un roman, eh bien, c'est une lutte, c'est vraiment c'est difficile finalement, parce que quand on parle de combat, ça veut dire qu'il y a quand même une vraie difficulté et c'est pas de tout repos justement, ça demande parfois une pause dans le combat pour s'y remettre. Enfin, quand vous parlez de combat, évidemment, c'est pas un mot au hasard. Oui, après, bon, il ne faut pas s'imaginer que c'est une sorte de corps à corps avec les phrases, mais disons qu'il faut tout de même y laisser quelque chose. Ce n'est pas une distraction, ce n'est pas un simple hobby. C'est du plaisir, certainement, mais c'est du plaisir qui se mérite après du travail, donc du temps passé à trouver le bon rythme, le mot qu'il faut, à donner à un personnage la densité qu'il faut. C'est un métier, je pense que c'est à peu près admis et accepté de plus en plus que l'écriture est un métier et que ça demande, à l'instar de la musique, du travail, des répétitions, du temps, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, et que l'idée d'une sorte d'inspiration qui serait verticale et qui se déverserait sur nous avec, sans qu'on ait à faire quoi que ce soit d'autre est à peu près révolue. J'espère en tout cas que tous les écrivains qui s'expriment insistent sur ce point. Ça prend beaucoup de temps. Quand on demande aux écrivains ce qu'ils font, ils essaient d'expliquer leur travail, comment ils travaillent leurs livres. Mais j'espère qu'ils disent que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et que pendant un an et demi, 2 ans, 3 ans, parfois plus, on passe du temps à essayer de trouver la forme juste. Et c'est quelque chose de très long, très dur, mais aussi très, très plaisant. Disons que c'est notre travail, quoi. Voilà. Alors, on va continuer bien sûr à parler de ce festival Musique Métis avec vous trois et puis continuer ensuite poursuivre cette émission. Mais on va d'abord écouter Blik Bassi avec ce titre Mbok, donc Blik Bassi bien sûr qui sera sur ce festival Musique Métis. Tour de table, Erika Walter. Yes, you're so be war. Rini Larion, Ribi Pene, Long, the Arbes, Ribi Terio, Dingo Imkan, Yatibilio.
dingu imkang yate yose oh ba yes wo de bar teri pingere dilla tornana lo mi wang just liche bombo anko dilla ah 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 Tour de table, RCF Charente. Et toujours dans le cadre de cette émission spéciale consacrée au Festival Musique Métisse, festival qui s'ouvre véritablement ce soir à 18h avec l'ouverture au public et tout ce week-end bien sûr sur ce site des Chais Magélis, sur l'esplanade des Chais Magélis. Avec nous toujours dans cette émission Patrick Duval, le programmateur musical, Bernard Magnier, le programmateur littéraire de ce festival et l'auteur Mohamed Mbougar Sarr. Peut-être un mot quand même, Patrick Duval, on vient d'entendre Blik Bassi, il sera sur scène demain soir à 19h dans le cadre de ce festival. C'est un très bon exemple justement de l'esprit de l'univers, de l'évolution aussi justement des artistes qui se produisent ici, parce que Blik Bassi, ce n'est pas la première fois qu'il se produit dans le cadre de Musique Métisse. Oui, c'est quelqu'un qui s'était aussi mobilisé quand le festival avait connu quelques difficultés en 2016. Oui, Blik Bassi vient de sortir un nouvel album qui est absolument magnifique, comme les précédents. On est assez inconditionnel. Un album consacré justement à la question de l'eau. Toutes les chansons traitent de cette question de l'eau. C'est chanté en bassa, qui est une des 270 langues du Cameroun. Et cet album vient de sortir sur un label de musique électronique qui s'appelle Infine. Donc vous voyez, on est complètement là dans le mélange des genres. Donc Blik Bassi, oui, c'est pour nous, c'est un symbole, et puis il n'est pas le seul, mais c'est un artiste en tous les cas qu'on aime beaucoup et qu'on a envie de soutenir. Oui. Alors Bernard Magnier, pour ces rencontres d'auteurs là qui vont commencer, on va dire hors les murs, pas dans le cadre du festival en lui-même qui s'ouvre ce soir, mais qui vont donc s'intensifier encore ces différentes rencontres. C'est toujours aussi la possibilité donc de partir sur des thématiques, des échanges, des croisements, on va dire avec les auteurs. Et ça, vous le dites, finalement, il y a une thématique qui est lancée, et puis après, finalement, les auteurs, ce qui se passe dans la rencontre, ça ne se sait qu'au dernier moment, au moment où ça se vit véritablement. Donc vous pointez des thèmes qui vous paraissent évidemment importants, quand on parlait aussi de regard sur la société, sur le monde, et puis après, les auteurs, en fonction de la façon dont ils le perçoivent eux-mêmes et dont ils perçoivent les autres auteurs qui dialoguent avec eux, eh bien ça prend évidemment quelque chose, une dimension un peu imprévue. Oui, absolument. Et puis c'est ce que j'aime faire. C'est-à-dire, c'est imaginer d'une part des auteurs, des individus invités parce qu'ils ont écrit tel livre, parce que leur littérature me semble importante, mais imaginer des duos, des trios, et là de se dire oui. Éric Plamondon, écrivain québécois, il devrait pouvoir parler avec Beata Oumueyi qui vient, elle, du Rwanda, et ils ont des choses à dire peut-être sur leur grand-mère, qui ont des passés qui peuvent se croiser, alors qu'a priori le Québec et le Rwanda ne sont pas faits pour se rencontrer immédiatement. Ou imaginez Rouda, un jeune homme de la banlieue parisienne, là, qui va croiser peut-être Fanta Dramé, qui elle aussi est née dans ces quartiers et ne se connaissait pas. Bon, voilà, c'est des choses comme ça, mais toujours le faire avec l'idée qu'il y a derrière une part artistique, une part littéraire. C'est pas simplement un croisement politique ou d'idées. Je n'ai rien contre, mais on fait autre chose. C'est-à-dire qu'il y a la littérature, il y a l'art qui est amené, il y a cette plus-value artistique qui me semble très très importante et déterminante. Les grandes œuvres, elles durent parce qu'elles ont cette plus-value artistique. Là où il n'y a eu que dénonciation, il faut les faire, mais elles durent le temps de l'instant. La littérature, comme les grandes œuvres musicales, ou comme les grandes œuvres tout court, ce sont celles qui donnent accès au temps d'une certaine façon, qui sont là pour durer. Alors Mohamed Mbougar Sarr, quel plaisir justement, vous, qu'est-ce qui vous est
Qu'est-ce que vous trouvez aussi comme sens finalement à ce dialogue et cet échange qu'il peut y avoir avec d'autres auteurs ou simplement dans la rencontre directe avec le public, dans ces échanges, effectivement, comme vous aurez tout à l'heure midi au théâtre à la scène nationale d'Angoulême, hein, donc dans quelques minutes, comme vous l'avez fait aussi hier en Charente déjà. Qu'est-ce que ça vous procure et quel est l'enjeu pour vous? Est-ce qu'il y a un enjeu finalement derrière, dans cette rencontre directe avec le public? Oui, il y en a un pour moi, et je crois que c'est celui que tous les écrivains recherchent aussi. C'est qu'une fois qu'on a passé beaucoup de temps avec son œuvre, assez seul, il y a toujours une période qui est nécessaire, qui est celle de la rencontre avec le public, parce que c'est le moment où on a les retours sur ce qu'on a écrit, et puis c'est le moment où également on découvre les différents sens possibles de notre œuvre qui transcendent et vont au-delà simplement de nos propres intentions. Rencontrer un public, c'est toujours découvrir que les sens d'un roman sont toujours multiples et qu'ils sont plus riches que ce qu'on a voulu y mettre, tout simplement parce qu'ils rencontrent d'autres sensibilités qui les interprètent de façon très... pour la question esthétique et de ce qu'une œuvre a comme signification, ça a cette importance-là pour moi. Quant aux autres auteurs, c'est l'occasion soit de les revoir, soit de les découvrir, tout simplement. Je ne connaissais pas Rouda, moi je vais le découvrir ici, je vais le lire. Je connaissais Fanta Dramé ou Beata ou Bieyi Meres, et c'est toujours l'occasion de les revoir, de se tenir au courant de ce qu'ils font, de parler cuisine d'une certaine manière, simplement ce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire. Donc voilà un peu le sens de ces espaces-là, des festivals, et puis des rencontres qu'on y fait. Et c'est intéressant qu'on parle de Blik Bassi parce qu'il est vraiment à l'intersection de la musique et de la littérature, puisqu'il écrit lui-même des romans. Au-delà d'écrire ses chansons, c'est il a aussi une œuvre littéraire, puisqu'il a publié un roman il y a quelques années, en plus d'être le formidable musicien qu'on connaît. Alors, par rapport à cette dimension d'échange, de proximité, du sens, vous dites des sens des livres qu'ils prennent, la façon dont ça rejoint finalement les lecteurs. Par exemple, hier, lors de la rencontre que vous avez menée, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel état d'esprit? Dans quelle ambiance? Et qu'est-ce qui est ressorti pour vous? Qu'est-ce qui a été marquant, on va dire, dans cette rencontre justement hier? Est-ce qu'il y a eu un côté surprenant finalement aussi dans le déroulé et dans ce qui est ressorti de cet échange avec le public charentais? Alors, à la médiathèque d'Année, c'est Bernard qui a animé la rencontre et il l'a fait extrêmement bien, comme, comme d'habitude. On se connaît depuis quelques années maintenant et on a déjà eu des discussions sur mon dernier roman. Mais ce qu'il y avait de vraiment très, très, très beau à Année, c'était que après la rencontre, toutes les personnes qui étaient là avaient ramené des plats, mais sur un thème sénégalais. Ce qui n'est pas toujours le cas. Après les rencontres littéraires, en général, on ne mange pas des plats sénégalais. Hier, j'en ai remangé, ce qui m'a toujours fait plaisir. Après, sur un plan plus littéraire, il y a beaucoup d'attention, une grande curiosité aussi pour les livres. Beaucoup de gens sont venus me parler après. Et puis, j'ai même appris qu'une dame se mettait maintenant à jouer certains mots qu'elle avait découverts dans mon roman au Scrabble, ce qui m'a beaucoup fait sourire également. Mais voilà, globalement, c'est beaucoup de chaleur et beaucoup d'intérêt et j'en suis très heureux. Est-ce que depuis votre prix Goncourt, donc en 2021, hein, pour La plus secrète des mémoires des hommes, est-ce que est-ce qu'il y a une sorte de responsabilité quand on a un prix de cette importance-là? Ou est-ce que ça ne change rien pour vous? C'est-à-dire que vous abordez votre écriture de la même façon, vous abordez le public de la même façon, ou quand même il y a cette notion de responsabilité? Non, moi, ma première des responsabilités, elle est vraiment à l'égard de ce que j'écris. Après, non, je ne peux pas être responsable des autres, des gens, mais évidemment, je Mais ne par peux pas rapport à vous, feindre d'ignorer effectivement. qu'il y a plus de sollicitations pour intervenir ici et là, parfois sur des sujets qui sont très éloignés de la littérature. Et à ce moment-là, j'évalue si j'estime que ce que j'ai à dire à cet endroit-là est important, je le fais. Si j'estime que ce n'est pas important et que ça n'apporte aucune plus-value sur un sujet, je ne le fais pas. Tout simplement, c'est une question simplement d'évaluation de l'endroit où l'on se trouve et de la pertinence de notre présence à cet endroit-là. Après, le prix Goncourt, c'est simplement beaucoup plus de visibilité, d'exposition, de voyage et peut-être d'un plus grand
effort qu'il faut faire pour aller partout où il y a des lecteurs qui peuvent trouver intéressant de vous rencontrer. Voilà. Mais ça ne change rien dans votre approche même de l'écriture. Ça, je ne sais pas encore, puisque depuis lors, je n'ai pas écrit. Donc, Vous n'avez pas commencé un nouveau... Non. D'accord. Bon. Donc c'est une pause, on va dire. C'est toujours de cette façon-là que vous fonctionnez entre chaque roman? Mais non, là, je n'ai pas le choix. C'est une pause forcée. D'accord. Voilà, Bon. parce que depuis 2 ans, je n'ai pas le temps de m'y remettre. D'accord. Et il faut vraiment ce temps dédié, ce temps précieux et pas être entrecoupé justement de diverses sollicitations en fait. C'est ça. Et, ça fait- Il y en a qui arrivent à le faire, mais moi, je n'y arrive pas. Et vous vous sentez comment alors sans écriture là depuis un certain temps? Comment me trouvez-vous? Moi je vous trouve bien, mais je ne vous connaissais pas avant. Voilà, donc non, tout va bien. Cela fait quand même 2 ans, donc l'écriture commence à me manquer un peu. Mais je savais que ça pouvait se passer de cette manière-là. Mais là, ça fait 2 ans, ça commence à être assez long. Donc, j'ai encore quelques mois de déplacement, de voyage et de rencontres. Mais à la fin de cette année, j'arrêterai pour me reposer et ensuite reprendre l'écriture. À ce moment-là, réinvitez-moi et je vous dirai si ça a changé quelque chose. Eh bien, on confiera la mission à Littérature Métisse de vous réinviter à ce moment-là et effectivement de venir jusqu'ici pour nous expliquer votre ressenti et la façon dont vous avez abordé l'écriture. Bernard Magnier, je crois que vous devez effectivement vous rendre au théâtre à la Scène nationale d'Angoulême, puisqu'il y a une rencontre avec Mohamed Mbougar Sarr là à midi. Donc ceux qui nous entendraient peuvent encore peut-être faire le saut pour se retrouver au théâtre. Donc ces rencontres hors les murs et puis cette intensité, on va dire, de rencontres dans le cadre du festival. Donc ces ambiances différentes, elles servent, elles portent aussi, là, pour vous qui animez ces rencontres. Je crois qu'on ne dit pas les mêmes choses quand on est dans le cadre du festival, la musique ambiance alentour, et lorsqu'on est dans une bibliothèque, dans une espèce d'intimité entourée de livres. Le dialogue, le rapport avec le public n'est pas le même, mais à chaque fois, les auteurs trouvent avec les interlocuteurs, avec leurs lecteurs, les lecteurs qui les ont déjà lus et qui viennent en connaissance de cause, mais peut-être surtout les lecteurs qui viennent de conquérir, ceux qui ne les connaissaient pas et qui repartent avec un livre et qui les lisent ensuite. J'aurais juste ajouté une chose sur Mohamed. Je pense qu'on imagine mal ce qu'est le bouleversement dans la vie de quelqu'un à partir du quart de seconde où il est prix Goncourt. Son agenda est quelque chose d'hallucinant. Enfin, c'est un changement de vie, finalement. C'est un changement de vie et je comprends qu'il n'ait pas une minute pour écrire. Donc c'est compliqué. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est lui. C'est-à-dire, effectivement, on se connaissait avant, mais il était le même qu'il est aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui a un ego démesuré. Le prix Goncourt ne l'a pas modifié. On l'invite à des manifestations comme celle-ci, mais aussi dans d'autres. Il les assure, il les assume, il vient et il est ce qu'il est aujourd'hui. Merci. Merci en tout cas à tous les deux. Bernard Magnier, donc programmateur littérature de Littérature Métisse et donc dans le cadre de Musique Métisse. Et puis à vous, Mohamed Mbougar Sarr, d'être venu, d'être passé ici. Merci. Avant cette rencontre, donc dans quelques minutes à midi, à la Scène nationale d'Angoulême. Alors on va se retrouver dans un instant pour continuer cette émission spéciale Musique Métisse avec Carolina Catoun et ce titre Padre Mourer. Et on se retrouve juste après pour continuer à parler bien sûr du festival. Tour de table, RCF Charente. Lenta
vale y no se vale destruir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Historia de mi padre mujer, extraño es su cuerpo de hombre, pasó por tantos años de pena para parecer normal. Historia de un hombre mujer que busca ser, ¿por qué no lo dejamos ser feliz? ¿Por qué no lo dejamos en paz? Palabras escondidas, luz del alma apagada. Tour de table, Erika Walter. Et nous poursuivons cette émission spéciale consacrée à la musique métisse, toujours depuis les Chais Majalis à Angoulême, où se déroule le festival tout ce week-end, tout au long de l'émission. Donc toujours avec nous Patrick Duval, qui est le programmateur musical du festival. Et puis nous a rejoint aussi Amandine Lafont, qui est animatrice pour l'association La Fresque du Climat. Je peux vous présenter comme ça ? C'est parfait. Bon, voilà, on va rester là-dessus. Patrick Duval, on a entendu à l'instant Carolina Catoun, je ne sais pas si je prononce bien, vous allez me corriger. Et peut-être un mot sur cet artiste aussi qui sera donc en concert dimanche à 20h sur la scène du Jardin. Peut-être un mot de la scène du Jardin, parce que c'est un contexte privilégié, on va dire, aussi pour ces concerts ici au Chais Majalis. Et puis évidemment sur cet artiste. Oui, sur le festival, il y a 3 scènes. Alors, il y a la grande scène, bien sûr, où on peut écouter Fada Freddy ce soir, Swad Massi et quelques autres, d'Anakil. Il y a ensuite la caravane, où on va trouver tard le soir plutôt des DJ. Et puis, il y a cette scène du Jardin qui est sous les arbres, qui permet d'écouter la musique dans de très bonnes conditions. Ça ne veut pas dire que on n'est pas dans de bonnes conditions pour la grande scène. Et ça veut dire que là, on écoute la musique. On a un peu perdu cette idée dans les gros festivals, on est absolument dans le total festif. Et on a perdu un peu cette habitude d'écoute de la musique. Et là, justement, c'est l'occasion. Donc, il y a des propositions artistiques qui se prêtent à ça. Donc, qui ne nécessitent pas absolument une participation active du public pour danser ou pour chanter. Donc, on retrouve en fait l'essence même de la musique, l'écoute. Et ce soir, par exemple, Fidèle Fourneron, ça va être un bon exemple. Mais Carolina Catoun, c'est aussi s'inscrit dans cette logique-là. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a 3 ans avec son premier album. Elle a sorti un deuxième album qui, malheureusement, est passé inaperçu dans cet après-Covid qui a été dévastateur pour justement des artistes comme elle qui étaient émergents. Et on a eu envie de la soutenir et de l'inviter donc sur le festival. Et puis elle joue avec Pierre Perchaud, qui est un guitariste d'ici, qui organise aussi Respire Jazz, un festival de jazz qui se déroule dans quelques semaines, je crois. Et puis on va retrouver aussi une des sœurs Caroni, une de ces 2 musiciennes d'Argentine qui était venue il y a 2 ans, je crois, sur cette même scène du Festival Musique Métisse. Alors, Amandine Lafont, avec vous, on va parler des associations parce que la dimension associative, évidemment, elle est au cœur de ce festival Musique Métisse, au cœur de ce week-end, avec un véritable espace qui leur est dédié une fois encore. Peut-être un mot, Patrick Duval aussi, parce que ça, c'est important. Chaque année, il y a cet espace qui est vraiment réservé à des associations de solidarité, évidemment, des associations qui défendent véritablement des projets. Oui, c'est au fond, c'est complètement cohérent avec l'esprit du festival et son histoire aussi, d'être justement à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui et de soutenir des associations qui vont sensibiliser sur la dégradation de l'environnement, du climat, etc. Ou l'an dernier, par exemple, la présence d'SOS Méditerranée à travers une exposition photo. C'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, tout festival qui se veut citoyen, qui se veut engagé, etc., doit vraiment s'impliquer et donner la parole à d'autres parce que l'heure est grave. Alors Amandine Lafont, donc vous êtes animatrice pour l'association La Fresque du Climat, donc ici en Charente, qui est une
déclinaison de l'association qui existe depuis 2018. C'est ça, la Fresque du Climat. Oui, c'est ça. C'est une association qui est nationale, qui a été créée fin 2018 par Cédric Riegenbach, qui est toujours le président de l'association. Et ici, oui, on peut considérer que c'est un peu une antenne locale, même s'il n'y a pas de, de structure juridique. Mais moi, effectivement, je suis la référente pour la Charente et plus spécifiquement sur le secteur d'Angoulême. Et donc, du coup, la Fresque du Climat, c'est une association qui a pour but de sensibiliser le plus rapidement possible un maximum de personnes sur les causes et les conséquences du changement climatique, à la fois en France, mais aussi à l'international. C'est important pour nous qu'on puisse toucher aussi les autres pays, parce que c'est un problème qui est systémique et mondial. Et dans l'espoir d'enclencher le plus vite possible les bascules qui permettent de préserver le vivant et les conditions d'habitabilité de notre planète, puisque c'est de ça vraiment dont il s'agit au final. Vous avez utilisé l'expression le plus rapidement possible, le plus vite possible. Vraiment, aujourd'hui, c'est la dimension et le caractère, effectivement, de tout de suite, il y a urgence, et donc il faut sensibiliser pour comprendre, pour agir, en fait. C'est ça, c'est vraiment cette pédagogie qui est dans nos ateliers, cette intention. C'est qu'on part du principe que pour avoir envie d'agir sur un problème, il faut 3 choses. Il faut le comprendre, parce que si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas avoir envie d'agir, vous allez peut-être mal agir sur ce problème. 2, il faut que ça vous touche, parce que si ça ne vous fait rien, vous allez passer à autre chose. Et puis 3, il faut qu'on vous montre qu'il y a des choses à faire aussi par rapport à ce problème. Et c'est vraiment cette pédagogie-là qu'on intègre dans nos ateliers. Et oui, il y a quand même cette intention d'action. Alors après, faut toujours faire attention à ce qu'on met derrière l'action, parce que des fois, il vaut mieux ne rien faire plutôt que d'agir. On est dans une société qui est très, des fois, techno-solutionniste, et des fois, ça va un peu à l'encontre des objectifs climatiques. Donc, mais l'idée, c'est de se dire, on fait ce pas de côté pour se mettre en mouvement, et ça, des fois, juste se mettre en mouvement, ça peut être continuer à se sensibiliser, à creuser ces sujets-là, pour se rendre compte vraiment de l'ampleur et de comment ça impacte nos sociétés, et qu'au final, c'est vraiment un changement de paradigme qui est attendu. Alors vous parlez d'atelier puisque c'est l'outil, c'est la forme véritablement qui est utilisée parce que ça met évidemment dans le concret, ça rend tout le monde acteur évidemment dans un atelier. Et c'est faire ensemble déjà aussi à travers cet atelier ? Oui, c'est ça. C'est un atelier qu'on veut ludique. On a des cartes et on construit avec une quarantaine de cartes une grande fresque. On pose ça sur un papier. On va même la décorer. Les participants vont retrouver un titre, faire des dessins, se l'approprier. Et puis c'est collaboratif. En fait, nous, en tant qu'animateurs et animatrices de la Fresque du Climat, on n'est pas là pour faire une conférence comme Jean-Marc Jancovici, par exemple, qui est bien connu pour ses conférences sur le sujet. Nous, on est surtout là pour faciliter l'intelligence collective. En fait, tout le monde a des connaissances autour de ce sujet. L'idée, c'est de les faire émerger avec des cartes qui sont quand même basées sur le consensus scientifique tel que présenté par les rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et le consensus scientifique, c'est vraiment le niveau le plus élevé de certitude autour d'un sujet. Donc comme ça, il n'y a pas c'est pas quelque chose qui sort de notre chapeau. Mais on a ce contenu qui est diffusé dans les cartes, mais tout va reposer sur la dynamique de groupe. Et ça, c'est très important aussi dans la transition, c'est que des fois, on peut avoir l'impression qu'on va porter tout le poids du monde sur ses épaules. Alors qu'en fait, non, il s'agit de faire société et d'agir ensemble en fait, face à ce problème. Parce que tout seul dans son coin, oui, moi je peux effectivement devenir végétarienne, ne plus me déplacer en avion ou en voiture si je suis la seule à le faire. Ça ne va pas avoir un énorme intérêt. Donc vraiment, il y a cette idée de faire société. Et donc l'atelier permet ça aussi, de se rendre compte qu'ensemble, on peut comprendre un problème, on peut réfléchir. Voilà, c'est vraiment cette plateforme de réflexion collective qu'on veut offrir aux personnes qui participent à nos ateliers. Et alors, dans les ateliers justement que vous animez, dans des cadres, dans des contextes un peu différents, ça marche à chaque fois, entre guillemets, justement, cette dynamique, cet esprit collectif, cette compréhension. La façon dont chacun rentre dans l'atelier, c'est à chaque fois le cas. C'est évidemment des groupes et des dynamiques différentes, mais est-ce que ça marche à chaque fois ? Globalement, ça marche bien, puisque depuis 2018, on a réussi à toucher plus d'1 million de personnes. On a franchi ce cap tout récemment, début avril. Donc c'est la preuve que ça marche, en fait. Et effectivement, on permet aux gens de faire ce pas de côté. Et puis avec notre pédagogie qui est très, comme je l'ai dit, ludique, collaborative, les gens, malgré tout, ils passent un bon moment, même s'ils vont se poser sur un sujet grave.
Et donc après, on peut toujours avoir quelques personnes isolées qui vont être récalcitrantes, mais malgré tout, généralement, ils rentrent dans le sujet. Et voilà, après, à quel point la prise de conscience et l'envie d'agir va être forte, ça dépend de tout un chacun. Mais moi, en tout cas, sur tous les ateliers que j'ai animés, et ça commence depuis 4 ans à faire un certain nombre, moi, je vois toujours cette magie qui opère quand même. Donc, Et quelles que soient les générations, on va dire aussi. oui, quelles que soient les générations. Après, l'idée, c'est... nous, on n'est pas là, on n'est pas dans l'injonction, en fait. Et c'est pour ça que notre atelier, il est vraiment basé sur ce que dit la science, en fait. Nous, on est là pour partager ce que dit la science. En revanche, on n'est pas là pour donner une liste de solutions. On va permettre un débat au sein du groupe pour faire émerger les solutions, mais elles vont venir du groupe. Donc, au final, que ce soit les personnes plus jeunes ou les personnes plus âgées, on va tous avoir des sujets sur lesquels ça va beaucoup plus se frotter. Par exemple, je ne veux pas te faire de généralité, mais assez souvent, par exemple, sur les personnes les plus âgées, commencer à challenger, réfléchir à remettre en question la façon de s'alimenter, ça va être difficile. Les populations plus jeunes, on voit il y a de plus en plus de végétariens. La part de végétariens, par exemple, chez les jeunes est plus importante. Par contre, si on leur dit, attention, là, le streaming, le Netflix, alors là, ça va être, attention, on touche pas à ça. Donc, on a tous, en fait, nos biais, nos difficultés dans cette transition. Et en fait, ce qui est magique, c'est que nous, on n'est pas là pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vraiment le groupe qui fait émerger, qui débat des freins, des difficultés qu'elle rencontre. Et c'est comme ça que finalement tout le monde progresse ensemble. Et alors là, dans le cadre de Musique Métisse, comment vous l'abordez exactement? Comment vous allez être présent à la Fresque du Climat? Parce que les festivaliers qui sont là, ils viennent effectivement pour les concerts, ils viennent pour les rencontres, ils viennent pour prendre du temps ensemble, tranquillement, pour faire la fête. Il y a cette dimension de sensibilisation à travers les associations que vous êtes et d'autres seront là avec vous. Mais ça s'appréhende comment un temps comme ça sur Musique Métisse? Nous, notre on va dire produit phare, c'est effectivement nos ateliers qui durent 3 heures. Donc là, on ne va pas retenir les gens en otage pendant 3 heures et les empêcher d'écouter la magnifique programmation du festival. Non, l'idée, là, on va être présent avec une version quiz, en fait, de notre atelier. Et les personnes vont avoir un échantillon. En fait, on va leur faire deviner certaines des cartes de la Fresque du Climat, un petit peu comme Julien Lepers dans Question pour un champion à l'époque, voilà. Donc quelque chose d'assez dynamique. Et l'idée, c'est surtout de leur donner envie, en fait, de s'inscrire après à un atelier. On va avoir un atelier de la Fresque du Climat prévu le jeudi 6 juillet sur Angoulême. Voilà, l'idée, c'est de leur donner suffisamment envie pour que, aux personnes pour qu'elles s'inscrivent. Et donc, on va être sur des échanges de 5-10 minutes. Et puis, des fois, les gens, finalement, finissent par rester plus longtemps parce que, on va toucher une corde sensible. Et là, on a des échanges qui sont quand même assez magiques. Et c'est très complémentaire de ce qu'on peut avoir en atelier, parce qu'en atelier, on a des groupes. Donc là, on a vraiment des échanges en individuel et c'est très puissant aussi. On n'a pas toujours le temps d'avoir ces échanges-là en atelier. Donc moi, j'aime aussi beaucoup ces formats de festivals, de salons. Ça nous permet de toucher les gens différemment. Merci beaucoup à vous, Amandine Lafont. Je rappelle que vous êtes animatrice donc pour l'association La Fresque du Climat. Vous serez présent donc tout ce week-end dans le cadre de Musique Métisse. Alors dans cet espace des associations avec notamment avec l'association d'aide et de défense des mineurs isolés étrangers, Réseau Éducation sans frontières Charente, Cuba Coopération France Comité Charente, les Compagnons du Végétal, Engoumois Zéro Déchet et Clean Walker Angoulême. Merci beaucoup à vous. Merci à vous et puis merci à l'équipe d'organisation du festival de nous accueillir cette année. Merci beaucoup. Alors on poursuit bien sûr cette émission en musique et on se retrouve juste après pour une dernière partie pour parler photographie. Ce sera en tout cas juste après Swan Massy et ce titre Une seule étoile. Tour de table, Erika Walter. Pourquoi faudrait-il que la terre t'écoute, que Dieu lui-même exauce ta prière? Pourquoi faudrait-il qu'en bord de ta route, de fleurs en bouquet, de sourires fiers? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid?
As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? Y a tant d'étoiles dans le ciel, aucune d'entre elles ne brille pour toi. Regarde où se trouve l'essentiel d'un royaume immense, tu deviendras roi. Ton orgueil n'est rien, c'est un feu de paille. Il n'a pas de sens, il n'a pas de loi. Un oiseau sans plume qui tremble et qui piaille, c'est dans ton miroir tout ce que l'on voit. Peux-tu pardonner sans peine ou regret? Es-tu droit et pur? Es-tu l'innocent? Ne serait-ce qu'une fois, as-tu admiré l'aurore qui se lève, la nuit qui attend? Il y a tant d'étoiles dans le ciel, aucune d'entre elles ne brille pour toi. Regarde où se trouve l'essentiel, et le ciel un jour pour toi s'ouvrira. Choisis les poèmes que tu... Tour de table, RCF Charente. Alors nous poursuivons et nous allons terminer même cette émission consacrée au festival Musique Métis, émission spéciale à travers ce festival donc, qui s'ouvre ce soir au public à partir de 18h. Nous venons d'entendre Souad Massy. Patrick Duval, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes le programmateur musical de ce festival. Souad Massy, donc ce soir sur la grande scène à 21h. Alors on s'excuse parce qu'on a un peu chanté ce morceau. Un mot sur Souad Massy, ce qu'elle représente et puis ce qu'elle porte aussi comme parole, comme symbole aussi. Oui, elle porte déjà une parole très forte. C'est quelqu'un qui, donc elle est algérienne, elle vit en France. Elle a des mots très durs sur son pays, sur l'Algérie, sur à la fois ce qu'on a appelé les années de plomb, les années 90, mais aussi sur le gouvernement actuel. Enfin, aujourd'hui, elle n'envisage absolument pas de retourner dans son pays. Elle dénonce sans arrêt la corruption et les complicités qu'il peut y avoir aussi avec les plus radicaux dans son pays. Donc c'est une femme très engagée qu'on a eu envie de programmer ici, parce que d'abord ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue sur Musique Métis. Elle a sorti l'an dernier un très très bel album. Alors effectivement, on n'est pas très loin du folk aussi dans l'esprit de ce qu'elle peut développer. Elle chante aussi en français et en arabe. C'est aussi quelqu'un qui est passionné par la poésie française. Et je trouvais intéressant de lui donner vraiment une place importante sur la grande scène. Donc sur la grande scène ce soir à 21h dans le cadre de Musique Métis. Pierre Delaunay, vous êtes avec nous. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors vous êtes photographe et cofondateur notamment donc, du festival de photoreportage Bar Objectif, un festival qui a lieu en septembre chaque année dans le nord donc, du département, dans ce village de Barreau. Et vous êtes là parce qu'il y a un partenariat entre Musique Métis et Bar Objectif, tout particulièrement cette année avec la possibilité de montrer justement des expositions de photos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement de quoi est partie peut-être cette dimension de partenariat ? Le partenariat est venu aussi de Musique Métis, avec Caroline Brasseur, qui en fin de compte nous a contactés en disant tiens, cette année, pourquoi pas inviter, on va vous laisser un petit peu on va vous faire un partenariat et un échange. Nous, c'est très intéressant de pouvoir partager parce qu'on est un peu dans le même esprit. Un festival qui a déjà à peu près 23 ans et qui est surtout du social, qui est aussi bien sûr métissé comme Musique Métis. Et on essaye de partager les mêmes valeurs. On est un festival gratuit. On est toujours le 3e week-end du mois de septembre pendant la Maison du patrimoine et aussi le circuit des remparts d'Angoulême. Donc voilà, c'est un beau partenariat. Et donc cette année, on a 2 expositions qui m'ont mis en honneur parce que on avait ça sous la main et c'était plus pratique pour exposer dehors. Parce que la photo doit sortir des murs. On ne veut pas qu'elle soit dans des cadres, on veut qu'elle vive à l'extérieur, quoi.
Et qu'elle fasse finalement partie, qu'elle accompagne tout ce qui va se vivre là tout ce week-end finalement sur ce site des Champs-Magélis. Oui, parce que la beauté est une rencontre. Plus vous vous rapprochez des gens, moi c'est ça ma technique photographique, c'est la rencontre avec l'autre. Et là, Musique Métisse, c'est quoi? C'est une rencontre avec des musiciens, avec du public, avec des organisateurs, et ça fait un tout, et c'est ça qui est fantastique. S'il n'y avait personne, si vous étiez tout seul sur cette terre, qu'est-ce que vous vous ennuyeriez? Qu'est-ce que vous pourriez faire, quoi? Hein, et c'est pour ça que les festivals en Charente, ils sont importants parce que c'est ça qui rapproche les gens. On n'a plus le petit troquet du coin maintenant, c'est le festival qui a un peu remplacé cette ambiance que l'on avait dans le temps. Alors Pierre Delaunay, vous avez évoqué effectivement 2 expositions qui sont à voir dans le cadre de ce festival Musique Métisse là au Champs-Magélis, sur cette esplanade des Champs-Magélis, sur ce site du festival. Il y en a une qui est consacrée aux Indes, Retour des Indes qui s'appelle, et puis l'autre consacrée à la Réunion, la Diffée, c'est le titre de cette exposition. Pourquoi vous avez choisi donc ces 2 expositions pour les partager là dans le cadre de Musique Métisse? Le choix a été fait aussi avec Musique Métisse, parce que comme il y a un groupe réunionnais qui est présent, ça va permettre d'avoir quelque chose qui va ensemble. Et puis Retour des Indes est une expo qui parle beaucoup parce que c'est vraiment des portraits de gens dans la rue, et c'est vraiment une rencontre, et c'est surtout fait avec du respect. C'est pas du vol, c'est vraiment une rencontre avec l'autre, quoi. Et du noir et blanc, parce que ça, c'est aussi votre façon de vous exprimer à travers la photo. Le noir et blanc, pour vous, est-ce que ça donne une force supplémentaire? Alors, le noir et blanc, c'est en fin de compte la couleur de l'histoire. C'est-à-dire que le noir et blanc, quand vous faites une image en noir et blanc, on n'est pas attiré par les couleurs, bien sûr. On va directement à l'essentiel, qui sont la lumière et l'émotion. Et donc, quand on a une photo en noir et blanc, on éprouve tout de suite, ça nous change de notre vision. Et en même temps, ça reste beaucoup plus éternel. C'est quelque chose qui passe le temps. Alors, cette exposition Retour des Indes, elle date de 2014, ça fait bientôt 10 ans. Comment vous la revoyez, vous, là, avec le recul maintenant que vous avez aussi sur cette exposition et sur ce qu'elle peut dégager justement à travers la force de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants là qui sont exposés dans le cadre qui ont été pris par votre appareil? Alors, il y a toujours, à chaque fois que je regarde mon expo, j'ai toujours une émotion parce que je revis le moment présent, l'instant où j'ai fait la photo. Il n'y a jamais eu de vol, il y a toujours eu une demande, il y a toujours eu une lumière qui a été rajoutée, et c'est du portrait de rue. Moi, je me considère comme un portraitiste de rue, pas comme un voleur d'images. Et à chaque fois, comme c'est du noir et blanc, ça passe. Ça serait de la couleur, on verrait peut-être des vêtements, des choses. Mais là, le noir et blanc reste dans le temps parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est, comme diraient les grands photographes, on travaille avec le cœur. Donc, quand vous êtes devant une image qui vous apporte une émotion, si c'est du noir et blanc, ça passe le temps. Et donc, moi, que je la vois aujourd'hui ou dans 10 ans, même dans 20 ans, elle sera toujours pareille. Avec aussi l'intensité, on va dire, des regards, souvent, là, dans ces portraits, ce que vous parlez de cette émotion, elle passe beaucoup aussi par les regards, les attitudes, la façon d'être, mais le regard ressort énormément. Mais oui, parce que le message, vous le faites passer par le regard. Quand vous regardez quelqu'un, vous allez lui faire passer une émotion. Un photographe est une sorte de, on pourrait dire, réalisateur, c'est un metteur en scène. Et quand il prend une photo, il va dégager quelque chose, et le sujet qui va être en face de lui, si on est prêt, si on est loin, ça ne fonctionnera pas, sauf peut-être avec la parole. Mais là, si vous rigolez, la personne va rigoler. Donc vous êtes un metteur en scène. Si vous pleurez, la personne va pleurer, quoi. C'est aussi comme ça, finalement, qu'il faut aborder Musique Métisse, Patrick Duval, c'est-à-dire avec une joie, cette envie de partager, et puis en même temps, effectivement, de la profondeur dans tout ce qui est proposé à travers ce festival Musique Métisse. Ça se retrouve effectivement dans les expositions et les photos, là, signées Pierre Delaunay à travers ce partenariat avec le Festival Bar Objectif. Mais finalement, il y a vraiment ce même esprit pour accueillir et partager, parler au public. Oui, bien sûr. La musique provoque aussi des émotions similaires. On peut très bien
avoir les larmes aux yeux ou pleurer pendant un concert ou à l'issue d'un concert. Moi, je sais que on parlait de Souad Massi, je l'ai vu au mois de février. Il y a eu un moment du concert où effectivement nous étions plusieurs dans la salle, très troublés par un texte qu'elle avait dit, et ça a vraiment secoué tout le monde. Et puis on peut aussi bien sûr avoir d'autres émotions, joyeuses, etc. Et se rappeler par exemple David Krakauer l'an dernier, avec Fred Wesley qui incitait à danser, tout ça avec une musique, partie de la musique klezmer, donc cette musique des Juifs d'Europe de l'Est, arrivée à New York, qui rencontre la soul de James Brown. Enfin, c'était complètement dingue. Et là, on était aussi dans un moment euphorique. Donc c'est toutes ces émotions-là. Et je crois que c'est aussi toutes ces émotions-là qu'on va retrouver à Musique Métisse et à Littérature Métisse. Parce que là aussi, j'ai le souvenir de quelques rencontres littéraires où par moments, il se passe des choses, on entend des choses très graves et qui nous bouleversent. Et là, ce partenariat finalement assez naturel quelque part avec Bar Objectif, à travers effectivement ce métissage, ces valeurs communes, comme le soulignait Pierre Delaunay, il y a des valeurs qui paraissent évidentes et qui sont le socle, on va dire, de Bar Objectif, comme elles sont le socle de Musique Métisse. Oui, puis depuis qu'on est installé ici, c'est vrai qu'il y a une volonté de l'équipe de mettre en avant aussi la photo. Donc voilà, ça trouvait tout naturellement son sens cette année encore. Ouais. Pierre Delaunay, un mot peut-être sur Bar Objectif aussi, Oui, parce oui, que la on parlait de prochaine Bar édition, c'est en septembre. Effectivement, ce sera du 16 au 24 septembre. 16 au 24 septembre, avec invité d'honneur Alain Keller, qui est un grand photographe très connu, qui sera présent et qui viendra faire une conférence, donc le samedi 16. Et il y aura aussi des photographes charentais, comme Jean-Daniel Guillou. Il y aura Cédric Gerbehet, qui est un ancien invité d'honneur. Il y aura plus de 600 expos photos à l'extérieur, des grands formats. Et c'est surtout surprendre, c'est-à-dire, Bar Objectif, c'est des images en scène, des photos dans la rivière, des photos dans la rue, des photos un peu partout. Mais c'est surtout en extérieur, parce que comme je vous ai dit, on veut que la photo soit comme une galerie à ciel ouvert. On veut surtout pas que ça soit quelque chose de trop fermé et que ça soit ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'on ouvre vraiment. Et cette année, ça sera vraiment très social, peu de guerre, mais que du bonheur à venir partager. Voilà, nouveau président Philippe Meslay. Et voilà. Et donc Bar Objectif du 16 au 24 septembre prochain à Barrault dans le Nord-Charente. Merci à Pierre Delaunay, donc photographe et cofondateur de ce festival. Les photos sont à voir dans le cadre de Musique Métisse sur La Réunion et puis Retour des Indes. Merci à vous. Patrick Duval, je rappelle que vous êtes le programmateur de ce festival, programmateur musical de Musique Métisse. Donc ce soir à partir de 18h et puis tout ce week-end bien sûr sur le site des Chais Magélis à Angoulême. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.